Bonjour, bienvenue à cette nouvelle capsule qui concerne les effets électroniques, donc dans le chapitre 4. Donc, il y a quatre effets électroniques qu'on va... dans le fond, je vais y aller par... Il y a deux effets électroniques qu'on va voir. Il y a l'effet électronique inductif et il y a l'effet électronique mésomère, ou qu'on appelle aussi la résonance. Donc, dans les deux premières capsules, ce qu'on va voir, c'est l'effet inductif. Donc, il y a l'effet inductif attractif et il y a l'effet inductif répulsif. Donc, on va expliquer chacun des termes. Et ces effets électroniques-là, que ce soit inductif ou mésomère, ont un impact sur la stabilité des molécules. Donc, que ce soit la stabilité des carbocations, des carbanions, sur l'acidité des composés, sur le caractère nucléophile des composés, sur la basicité des composés. Donc, on va expliquer tout ça dans les prochaines capsules. Donc, l'effet électronique, c'est vraiment un concept qui est important en chimie organique pour comprendre la nature des molécules. Donc, ça amène à mon PowerPoint. Donc, on est toujours dans le chapitre 4 concernant la réactivité chimique. Donc, les effets électroniques, ça représente le déplacement des électrons. Donc, souvent, ça peut être les électrons eux-mêmes qui bougent vraiment à l'intérieur de la molécule. Donc, ça va être l'effet mésomère. Mais ça peut être aussi juste une déformation du nuage électronique. Donc, c'est comme si les électrons ne bougent pas vraiment, mais on déforme un peu les orbitales au sein des composés. Dans votre manuel, il vous montre un peu ça comme des aimants et des trombones, là. Donc, imaginez que vous avez une série de trombones et vous avez des aimants d'un côté ou de l'autre. Donc, il peut avoir les aimants peuvent attirer les trombones vers lui ou peut repousser aussi. Et les effets électroniques, c'est un peu ça. Donc, c'est comme un déplacement des électrons ou un déplacement des nuages électroniques. Ces effets électroniques-là permettent d'expliquer plusieurs choses. Donc, comme j'ai mentionné en début de capsule, donc la stabilité des composés. Ça permet aussi d'expliquer l'acidité ou la non-acidité des composés et la basicité ou la non-basicité des composés. Donc, on va revoir chacun de ces termes-là dans cette capsule-ci. Donc, il existe deux types d'effets électroniques qu'on va étudier cette session-ci. Donc, il y a l'effet inductif, qui est un peu moins fort, et l'effet mésomère, qu'on appelle aussi la résonance, qui, lui, est beaucoup plus fort. Donc, dans les deux premières capsules, on va parler de l'effet inductif, et dans l'autre capsule après, on va parler de l'effet mésomère ou de la résonance, que vous avez peut-être déjà vu en chimie générale, mais on va aller plus loin en chimie organique. Donc, on commence aujourd'hui par l'effet inductif. Donc, l'effet inductif, comme j'ai mentionné, c'est imaginer que vos molécules sont un peu comme des trombones et on va placer des aimants. Donc, soit des aimants qui vont attirer les trombones ou des aimants qui vont repousser la chaîne de trombones. Imaginez c'est plus une chaîne de trombones que des trombones, là. Donc, l'effet inductif, qu'est-ce que c'est? On dit que la présence d'un atome d'électronégativité différente dans une molécule va influencer la densité électronique des autres atomes de la molécule. Donc, si l'atome est plus électronégatif, il va attirer vers lui les électrons. Si l'atome est moins électronégatif, ben, il va repousser à ce moment-là les électrons vers la molécule. Il existe deux types d'effets inductifs. Donc, l'effet inductif répulsif. Donc, dans le cas où l'atome est moins électronégatif, souvent on compare ça avec le carbone, là. Donc, si l'atome est moins électronégatif que le carbone, il va repousser les électrons vers le carbone. Ou au contraire, l'effet inductif attractif, dans le cas où l'atome est plus électronégatif que le carbone, donc il va attirer les électrons vers lui. Donc, dans cette capsule-ci, on va parler de l'effet inductif répulsif. Dans la prochaine, on parlera de l'effet inductif attractif. Donc, effet inductif répulsif, c'est comme si le carbone attire vers lui les électrons parce que le carbone va être plus électronégatif que son voisin. Donc, c'est ce qu'on dit ici. Donc, c'est causé par un atome faiblement électronégatif en comparaison du carbone. Et le symbole qu'on va utiliser pour l'effet inductif-répulsif, c'est I+. Donc, ici, là, vous avez le symbole I+. Donc, on dit que ce sont habituellement les groupes alkyles, donc les chaînes de carbone avec des hydrogènes. C'est ça un alkyle, c'est des C et des H, qui font de l'effet inductif-répulsif en raison de la différence d'électronégativité entre le C et le H. Je vais vous le montrer tantôt. Mais lorsque votre carbone est entouré d'hydrogène, même si on a dit que la liaison n'était pas polaire, le carbone est quand même plus électronégatif que l'hydrogène, de sorte qu'il va déformer un peu le nuage électronique vers lui.
et il va y avoir une différence d'électronégativité entre le C vers le H. Le C va être plus électronégatif, le H va être moins électronégatif. Donc, vous avez ici la représentation. Donc, c'est des valeurs que j'ai prises dans votre manuel de chimie organique, là. Donc, vous avez, exemple, un groupe méthyle, CH3. Le C est 2,55 d'électronégativité. Le H est 2,20, de sorte que le doublet libre, aussi la liaison ici, sont davantage attirés vers le carbone que vers l'hydrogène. Donc, on aurait un delta plus ici, excusez, un delta moins sur le C et des delta plus sur les hydrogènes, donc des charges partielles négatives sur le carbone et charges partielles positives sur les hydrogènes. En termes d'effet inductif, on va imaginer que c'est comme un nuage. Les liaisons sont comme des nuages électroniques autour du carbone. Donc, les nuages vont être attirés vers le carbone, comme ça ici. Donc, le carbone étant plus électronégatif, il va attirer vers lui les liaisons. Donc, il va déformer le nuage électronique autour de lui, de sorte que globalement, donc vous voyez que j'ai 3 hydrogènes. Imaginez votre modèle moléculaire, là. Donc, si je reprends ça ici. Donc, imaginez là, votre modèle, là, vous avez vos 3 hydrogènes à chaque bout qui envoient le nuage électronique vers le carbone, de sorte que tout ça va s'en aller vers la liaison. Je reviens ici, là. Donc, vos hydrogènes envoient le nuage électronique vers le carbone. Donc, globalement, c'est comme si le groupe méthyle envoyait les électrons vers le reste de la molécule. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça un effet inductif répulsif, parce que vos groupes alkyles poussent le nuage électronique vers le restant de la molécule. On vous dit que l'effet inductif répulsif augmente avec la taille du groupe carboné. Donc, vous avez 2 exemples ici. Donc, vous avez un groupe méthyle, donc un CH3, et vous avez un groupe ici propyle, donc CH3, CH2, CH2. Donc, l'effet inductif ici va être petit parce que vous avez seulement qu'un CH3, là, donc des hydrogènes qui envoient le nuage vers le C, tandis qu'ici, les 3 hydrogènes envoient vers le C, les 2 hydrogènes envoient vers le C, les 2 hydrogènes envoient vers le C. Donc, globalement, là, on envoie beaucoup d'électrons vers le restant de la molécule, de sorte ici que vous avez un petit effet inductif répulsif, et ici, vous avez un plus gros effet inductif répulsif. Donc ici, un petit I+, et ici, un plus gros I+. Donc, plus le groupe, donc plus la chaîne de carbone est grosse, plus l'effet inductif répulsif va être important. Deuxième critère ou deuxième remarque, donc le nombre de groupements au total de chaque type va influencer l'effet inductif. Donc, plus que vous avez de groupes alkyles, donc de chaînes de carbone, plus l'effet inductif va être important. Donc, j'ai mis ici 2 exemples. Donc, vous avez encore votre méthyle. Et ici, vous avez un terre-butyl, donc un C avec 3CH3. Donc, dans ce cas-ci, vous avez juste un petit effet inductif, parce que vous avez juste 3 hydrogènes qui poussent, tandis que vous avez 3 hydrogènes qui poussent vers lui, 3 hydrogènes qui poussent vers lui, 3 hydrogènes qui poussent vers lui. Donc, globalement, là, c'est comme si vous aviez 9 hydrogènes là, qui envoyaient des nuages électroniques vers le carbone, de sorte que ici, vous avez un petit effet inductif, et là, vous avez un très gros effet inductif, donc un I+, petit, et un I+, qui est plus gros à droite. Donc, plus vous avez de groupes alkyles, plus l'effet inductif répulsif va être important. Il existe un troisième critère qui est moins important dans le cas de l'effet inductif répulsif. On va en parler plus dans l'effet inductif attractif. Donc, c'est que la distance, donc plus votre groupe alkyle il est loin de ce que l'effet que vous voulez regarder, bien, plus l'effet va s'estomper. Donc, on remarque, on fait encore aussi le parallèle avec une chaîne de trombones, là. Donc, mettez un aimant à un bout, bien, le dernier trombone, là, celui qui est plus loin, il a moins d'impact. Il ressent moins, dans le fond, l'effet de l'aimant que celui qui est proche de l'aimant. Donc, plus vous vous éloignez de l'effet attractif, mais moins cet effet-là est important. Donc, c'est un peu ça. Je n'ai pas montré d'exemple dans ce cas-ci. Ça va être plus parlant dans l'effet attractif. Maintenant, qu'est-ce que l'effet inductif vient faire? Donc, il va expliquer plusieurs choses. C'est ce qu'on va voir ici. Donc, l'effet inductif répulsif, première chose, va expliquer l'ordre de stabilité des carbocations. On a déjà vu dans une capsule précédente que carbocation tertiaire était plus stable que secondaire, secondaire était plus stable que primaire, primaire était plus stable que nulaire. On n'avait pas expliqué à ce moment-là c'était à cause de quoi, mais l'effet inductif répulsif va l'expliquer. Donc, vous avez ici vos 4 carbocations, là, tertiaire,
secondaire, primaire et nullaire. Et vous voyez que dans le cas de tertiaire, il est entouré de 3 chaînes de carbone, donc 3 groupes alkyles. Ici, 2 chaînes de carbone ou 2 groupes alkyles, un groupe alkyle et pas de groupe alkyle. Donc, qu'est-ce que l'effet inductif-répulsif va venir faire? Donc, dans le cas du tertiaire, votre carbone il est positif et vous déformez le nuage d'électrons vers lui. Donc, vous poussez des électrons vers le carbone positif. Donc, ça va le stabiliser. Donc, évidemment, le carbone positif, lui, il aime ça avoir des électrons. Donc, si vous y engarochez, il va être content. Le secondaire, il va en avoir, mais beaucoup, il va en avoir moins, donc 2 dans ce cas-ci. Le primaire, un seul. Et le nullaire, il n'y en a pas. De sorte que dans les 4 carbocations qui sont présentés, le plus stable, c'est le tertiaire, parce que lui, on y envoie des électrons, on déforme les nuages électroniques autour de lui pour y garrocher des électrons. Donc, ça va le stabiliser. Le moins stable, c'est celui qu'on ne garroche pas d'électrons dessus, donc le nullaire. Donc, on voit que la stabilité peut s'expliquer, des carbocations peut s'expliquer par la déformation du nuage électronique par effet inductif répulsif. L'effet inductif répulsif explique aussi l'ordre de stabilité des carbanions, qu'on avait vu aussi dans une capsule précédente. Donc, on se rappelle que carbanion, c'était l'inverse. Donc, le plus stable, c'était le nullaire, ensuite le primaire, ensuite le secondaire, et le moins stable, c'était le tertiaire. Donc, vous les avez ici. Donc, carbanion tertiaire qui est entouré de 3 groupes alkyles, secondaire qui est entouré de 2 groupes alkyles, primaire qui est entouré d'un seul groupe alkyle et nullaire qui n'est pas entouré de groupes alkyles. Qu'est-ce que mes groupes alkyles viennent faire? Bien, eux autres, ils déforment le nuage électronique pour envoyer des électrons à l'intérieur de la molécule. Donc, dans le cas de tertiaire, vous avez 3 groupes alkyles qui envoient un nuage électronique négatif vers un carbone qui est déjà négatif. Donc, lui, il est déjà trop négatif. Il ne sera pas content d'en recevoir d'autres. Okay? C'est comme si vous forciez des moins à aller vers des moins. Secondaire, vous en avez un petit peu moins. Primaire, moins. Et nullaire, vous n'en avez pas. De sorte que le moins stable, évidemment, c'est le carbanion tertiaire parce qu'il est déjà négatif et vous déformez l'environnement pour y envoyer des électrons. Donc, il va être moins stable. Le plus stable, c'est celui pour lequel on n'envoie pas d'électrons, donc le nullaire. Ça explique aussi, l'effet inductif répulsif explique aussi l'acidité des composés. En chimie organique, c'est un peu particulier par rapport à ce que vous avez vu en chimie des solutions. Là. Souvent, en chimie des solutions, on disait les acides, c'est des H+, puis les bases, c'est des OH-. En chimie organique, c'est un peu différent dans le sens où l'acidité, souvent, c'est l'hydrogène qui est attaché à l'oxygène qui va créer l'acidité. Donc, plus l'hydrogène qui est attaché à l'oxygène veut partir, donc plus il va être acide, plus l'hydrogène qui est attaché à l'oxygène va rester collé après l'oxygène, ben, moins il va être acide. Donc, c'est ce que j'ai marqué ici. En chimie organique, c'est la force du lien OH qui détermine l'acidité. Donc, plus l'hydrogène et l'oxygène sont attachés fortement ensemble, donc moins l'hydrogène veut partir. Ça veut dire que c'est un composé qui est peu acide. Et si le lien entre le H et le O est faible, l'hydrogène va avoir tendance à partir et ça va être un composé qui va être plus acide. Donc, ce qu'on regarde dans la chimie organique pour l'acidité, c'est est-ce que l'hydrogène veut rester collé à l'oxygène ou s'il a tendance à partir. Donc, vous avez un exemple ici. Donc, vous avez un lien OH moyen. Je ne l'ai pas mis très gros. L'hydrogène a tendance à partir, mais pas beaucoup, donc c'est peu acide. Dans le cas où le lien est très faible, l'hydrogène a tendance à plus partir, donc c'est un composé qui est plus acide. Donc, c'est vraiment la force du lien OH qu'on regarde pour l'acidité. Donc, je vous montre 2 molécules et on demande de comparer l'acidité de ces 2 molécules-là. Ce que je vous suggère de faire, je pense que ce n'est pas ça qu'ils font dans le livre, mais je trouve ça plus facile, c'est lorsque vous avez à démontrer l'acidité ou à vérifier l'acidité, regardez votre molécule, donc le lien OH, comme s'il était déjà séparé. Donc, séparez le O et le H, mettez votre O négatif, votre H positif. Même chose ici, mettez votre O négatif, votre H positif. Puis essayez d'analyser, voir si l'hydrogène a tendance à plus rester collé à votre molécule ou ça fait plus tendance à partir. Donc, moi, comment je le représente, c'est comme ça ici. Donc, c'est la même molécule. J'ai juste brisé le lien OH pour le mettre séparé. J'ai mis mes doublets libres aussi pour que ça représente. Donc, vous avez votre molécule CH3OH et vous devez vous demander, est-ce que l'hydrogène qui est ici a tendance à rester plus collé dans la molécule de gauche
ou s'il a tendance à rester plus collé dans la molécule de droite. Donc, plus votre H veut rester collé, moins il est acide. Plus votre H veut partir, à ce moment-là, plus il est acide. Et on regarde maintenant l'effet inductif répulsif. Donc, ici, vous avez un groupe méthyle, donc un groupe alkyle. Et ici, vous avez 3 groupes alkyles entourés de votre carbone. Donc, ici, c'est comme si vous avez un effet inductif répulsif. Donc, votre nuage électronique envoie le nuage vers l'oxygène. Tandis que ici, vous avez 3 groupes alkyles qui envoient vers le carbone, qui ensuite l'envoient vers l'oxygène. Donc, vous avez beaucoup plus d'effets répulsifs dans la molécule de droite. Et comme on envoie des électrons vers l'oxygène, donc ici, vous en envoyez un petit peu, ici, vous envoyez beaucoup d'électrons vers l'oxygène, c'est comme si votre moins ici était plus important. Donc, je l'ai exagéré, comme ça ici. De sorte que votre hydrogène, qui est positif, va être beaucoup plus attiré par l'oxygène qui est très négatif que dans ce cas-ci, qui est le moins il est plus petit. Donc, l'hydrogène ici, très attiré par le O-, l'hydrogène de gauche, moins attiré par le O-, de sorte que celui-là a tendance à plus partir et celui de droite a tendance à moins partir. Donc, le composé de gauche, c'est un composé qui est plus acide, parce que l'hydrogène a tendance à plus partir, et le composé de droite, qui est un composé qui est moins acide, parce que l'hydrogène ou la liaison HO est beaucoup plus forte. Donc, c'est la façon de voir l'acidité des composés. Donc, c'est vraiment de regarder la force du lien OH. Plus le H reste collé, moins il est acide. Plus le H veut partir, plus que le composé est acide. On peut aussi expliquer la basicité des composés organiques, un peu le même principe. En chimie organique, pour voir la basicité, ce n'est pas les OH qu'on regarde, c'est vraiment la disponibilité des doublets libres. Donc, vous regardez les doublets libres. Si les doublets libres ont tendance à partir, c'est plus basique. Si les doublets libres ont tendance à moins partir, ça va être moins basique. Donc, c'est ce que je marque ici. Donc, si le doublet libre est très disponible, c'est très basique. Si les doublets libres sont moins disponibles, c'est moins basique. On va faire un exemple. Vous avez 2 molécules, donc le méthylamine et peu importe la nomenclature. Donc, vous avez 2 composés et on vous demande de déterminer lequel des deux est le plus basique, lequel des deux est le moins basique. Donc, lorsqu'on parle de basicité, on parle de disponibilité des doublets libres. Donc, on doit indiquer les doublets libres qui sont, dans ce cas-ci, sur l'azote. On regarde maintenant l'effet inductif répulsif. Donc, vous avez dans la molécule de gauche un groupe méthyle qui veut envoyer, qui déforme son nuage électronique vers l'azote. Et ici, vous avez à droite 3 groupes méthyles qui veulent envoyer chacun leur nuage électronique vers l'azote, de sorte que ici, j'ai un petit effet inductif répulsif. Et ici, j'ai donc le doublet libre tendance à partir un petit peu. Dans la molécule de droite, j'ai 3 effets inductifs répulsifs, de sorte que mon doublet libre veut partir plus, parce que j'envoie des électrons vers un atome qui a déjà un doublet libre, donc le doublet libre veut partir davantage. Donc, vous envoyez des charges, vous envoyez du négatif sur du négatif, donc ça va se repousser. De sorte que le composé de gauche va être moins basique, parce que le doublet est moins disponible, donc moins tendance à partir. Dans le composé de droite, le doublet est plus disponible, donc le composé est plus basique. On peut parler maintenant aussi en termes de nucléophiles. Donc, on a vu que plus le doublet libre était disponible, plus que la molécule était nucléophile. Donc, la molécule de gauche, c'est un moins bon nucléophile, donc il a tendance à moins aller chercher les électrons, les charges positives, tandis que la molécule de droite, c'est un meilleur nucléophile parce que son doublet libre, il est beaucoup plus disponible. Donc, plus le doublet libre est disponible, plus fort est le nucléophile. On avait vu ça dans la capsule sur les types de nucléophiles. Donc, ça termine, je pense, oui. Donc, ça termine l'effet inductif répulsif. Vous allez voir l'effet inductif attractif très similaire, sauf qu'à place de pousser les électrons vers le restant de la molécule, on va attirer les électrons de la molécule vers l'atome le plus électronégatif. Donc, les effets vont être complètement inversés. Donc, en termes d'acidité, de basicité, d'explication pour la stabilité. Donc, on se retrouve pour une prochaine capsule sur l'effet inductif attractif.